On va parler des hyperpigmentations de façon générale, et on va parler des nouveautés concernant le cloisma, parce que c'est le problème le plus fréquent, et c'est en général, vous êtes confrontés, c'est fort, est-ce que vous pouvez... Le son du micro, il faut le régler. Ça va régler au bas. Son بزاف. Là, j'ai déjà... C'est bon comme ça? D'accord, donc on va parler des hyperpigmentations de façon générale. Et pour les nouveautés, on va parler des cloismas, ou des mélasmas, ou les masques de grossesse. C'est là où il y a les nouveautés, et c'est là où, en général, où les patients vous demandent des conseils. Donc les hyperpigmentations, c'est quoi les hyperpigmentations? Donc les hyperpigmentations, c'est la modification de la couleur de la peau. Et la couleur, donc, en général, c'est en rapport avec l'excès de mélanine. Mais cette couleur, elle est différente. Si on voit ici, vous avez des taches qui sont un petit peu brunâtres. Ici, ce sont des taches qui sont du noir violacé. Les deux, ils sont dus à la pigmentation, à la mélanine. Mais c'est quoi la différence? C'est la profondeur de cette mélanine. En général, si on schématise ça comme l'épiderme, et ça comme le derme des mélanocytes, il se trouve au niveau de la membrane basale, au niveau de l'épiderme. Et c'est là où il synthétise la mélanine. Donc lorsqu'on a un excès de mélanine au niveau de l'épiderme, on a des taches qui sont brunâtres, du brun clair. Lorsqu'on a la pigmentation qui infiltre le derme, on aura une coloration qui est noire violacée. Et ça, c'est très important sur le plan pratique. Parce qu'une pigmentation comme ça, donc un petit peu du noir violacé, ça témoigne qu'il y a une incontinence pigmentaire et en général, ça ne répond pas bien au traitement. Les médicaments, les crèmes, ils agissent au niveau de taches épidermiques. Donc les mélanocytes, donc ça c'est la peau. Donc, dans l'épiderme, on a plusieurs couches. Et les mélanocytes, ils se trouvent au niveau de la membrane basale, à côté des kératinocytes. Et il y a donc une interaction importante entre les mélanocytes et les kératinocytes. Donc les mélanocytes, ils synthétisent les mélanosomes qui contiennent de la mélanine. Et puis, il y a transport des mélanosomes aux kératinocytes. Ça, c'est très important parce que les médicaments, ils agissent à des niveaux différents. Il y en a certains qui agissent sur la synthèse de la mélanine, comme par exemple l'hydroquinone, qui est la substance la plus importante en matière de dépigmentation. Il y en a certains qui agissent sur l'effet, après la formation des mélanomes, sur le transport des mélanosomes vers les kératinocytes, comme les achats qu'on va voir par la suite. Donc sur le plan biochimique, la mélanine, elle est synthétisée à partir de la tyrosine, qui se transforme en dopa, puis en dopaquinone. Et là, cette partie, elle est très importante parce que ces deux réactions, elles sont sous la dépendance d'une enzyme qui s'appelle la tyrosinase. Et également, les produits qu'on utilise en cosmétologie comme crème dépigmentante, la majorité, elles agissent également par l'inhibition de la tyrosinase. Et puis, cette tyrosinase, donc cette réaction, elle va donner deux types de mélanine. On a les eumélanines et on a ce qu'on appelle les phéomélanines. Et là, c'est ces mélanines qui déterminent la couleur de la peau. Donc, lorsqu'on a des eumélanines très importantes, on est dans les phototypes, donc type 3, 4, 5. Et là où il y a donc la peau pigmentée, la peau brune, et c'est très important parce que la peau elle réagit de façon indifférente en fonction de cette concentration des eumélanines. C'est pour cela que les peaux claires, parfois, il y a des produits qui agissent sur des gens qui ont une peau claire, des crèmes dépigmentantes, alors qu'ils n'ont pas d'effet sur les gens qui ont une peau mate, une peau pigmentée. C'est à cause de ces eumélanines. Donc c'est pour cela qu'on a
C'est pour cela qu'on classe, en dermato, on classe les gens en fonction de leur phototype. Donc, c'est ce qu'on appelle la classification de Fitzpatrick, donc du phototype 1 jusqu'au phototype 6. Donc, les phototypes 1, ce sont les gens qui ont une peau blanche. Donc, phototype 1, en général, c'est les gens qui se brûlent toujours et ne se bronzent jamais. Phototype, ils se bronzent, mais avec difficulté. Phototype 3, c'est en général au Maroc, on a phototype 3, 4, 5, 6 le plus souvent. Et dans certaines régions, on a quand même le phototype 1, phototype. Le Maroc, donc, il y a une diversité très importante sur le plan phototype. Donc, les gens qui ont le phototype 3, 4, 5, 6, par exemple, ce phototype-là, on trouve beaucoup de difficultés à traiter les taches. Parce qu'ils ont une activation pigmentaire importante. D'accord? Et c'est pour cela qu'en général, les gens qui ont une peau claire, c'est le même médicament. Vous pouvez utiliser un sujet qui a un phototype clair, il répond très bien. Phototype 4, 5, il répond très mal. La même chose pour les lasers, par exemple. Lorsqu'on utilise les lasers, ils peuvent faire régresser certaines lésions chez le sujet qui ont phototype 1 ou 2, mais phototype 4 ou 5, parfois, il y a une aggravation. La même chose pour les peelings. Donc, tout ce qui peut provoquer une inflammation, parfois, ça aggrave les lésions chez les sujets qui ont phototype 4 ou phototype 5. Donc là, les conseils, c'est à adapter en fonction du phototype de chaque patient. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter. Donc, c'est interactif. Hein. Donc, pourquoi les malades développent les hyperpigmentations? Donc, soit par excès de mélanine dans l'épiderme, alors que le nombre de mélanocytes est normal, et on parle d'hypermélaninose épidermique. Soit qu'il y ait une hypermélanocytose, c'est-à-dire que c'est l'augmentation du nombre des mélanocytes, ou bien l'atteinte dermique, présence de mélanine dans le derme, ce qu'on appelle l'incontinence pigmentaire, ou bien c'est l'existence des mélanocytes au niveau du derme. Donc là également, c'est en général les névus où on trouve donc l'existence de mélanocytes au niveau du derme, les névus d'origine dermique qu'on va voir par la suite. Donc là, rapidement, on va passer sur la clinique. Donc on a dit que l'aspect, la couleur de la lésion nous oriente vers la topographie et la physiopathologie de l'hypermélanose. Donc si c'est marron, en général, on a dit c'est épidermique. Bleu, c'est dermique. Bleu-gris, dermique ou surcharge. Leucodermie, aspect achromique. Donc ça, c'est dans les achromies. Et il y a aussi l'examen à la lumière de Wood. La lumière de Wood, c'est une lampe qu'on utilise dans une chambre noire. Ça permet de faire la différence également entre l'hyperpigmentation épidermique et l'hyperpigmentation dermique. Dans l'hyperpigmentation épidermique, on trouve un contraste très important entre la peau qui est normale et la peau pigmentée. Et ce contraste, il est atténué lorsque l'hyperpigmentation est dermique. Donc c'est difficile de prendre les photos. Et la dermatoscopie actuellement qu'on utilise, elle nous montre la couleur de la lésion. À travers la couleur de la lésion, on devine est-ce qu'elle est d'origine épidermique, est-ce qu'elle est d'origine dermique, est-ce qu'il y aura une régression sous traitement. D'accord? Donc l'anapathie n'a pas d'intérêt. En général, on ne fait pas de biopsie pour voir tout ça, c'est cliniquement, à l'aide d'un examen dermatoscopique, on arrive à se localiser. Maintenant, on va voir quelques étiologies des hyperpigmentations épidermiques. Donc là, c'est hypermélanose génétique circonscrite épidermique. Donc là, c'est ce qu'on appelle les taches cafiolées. Donc en général, c'est des maladies génétiques. Ils peuvent être isolés ou ils peuvent être associés avec d'autres anomalies dans d'autres pathologies génétiques comme la neurofibromatose de von Reichenhausen, où ils peuvent avoir juste quelques lésions, donc sans qu'il y ait une maladie génétique sous-jacente. Donc là, c'est des taches cafiolées, c'est une hypermélanose génétique circonscrite épidermique. Ici, en général, c'est le laser qui marche le mieux. Hein? Donc c'est le laser qui marche le mieux pour ces lésions. Là, c'est les sujets roux, donc le phototype clair. Lors de l'exposition solaire, il développe ces macules pigmentées, ce qu'on appelle les éphilites. Communément, les taches de rousseur, les éphilites. Donc là, en général, elles régressent. Là, il faut surtout la photoprotection. Et on peut utiliser les crèmes dépigmentantes. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les points de rousseur? Oui. Les taches de rousseur, c'est ça, les éphilites. Et puis, vous avez les lentigines.
Et l'antigène également, on les voit dans certaines maladies génétiques. Et l'antigène, là, c'est un névus qui se trouve au niveau du dos en général, au niveau de l'épaule, avec des poils qu'on appelle le névus de Becker. Donc également, c'est des macules pigmentées, donc ça fait partie des troubles pigmentaires circonscrits. Et là également, c'est le laser pigmentaire qu'on utilise. Et là, c'est un névus également, qu'on appelle le névus pellus. En fait, c'est des petites macules pigmentées sur une tache. Il y a l'association des deux, il y a une tache cafiolée, et sur cette tache cafiolée, vous avez plusieurs névus. On appelle ça névus sur névus ou névus pellus. Donc, ce sont des exemples d'hyperpigmentation d'origine génétique. Et en général, lorsque vous avez des taches pigmentées chez un enfant, il faut penser à ça. C'est ça, il faut penser à des anomalies génétiques. Et il faut voir est-ce que ça entre dans un contexte de maladie génétique ou est-ce que c'est isolé. Et à ce moment-là, on préconise des traitements, surtout des lasers pour ce genre de pathologie. Maintenant, regardez la couleur. Ce n'est pas du brun clair. Hein? C'est bleu, noirâtre, bleuâtre. Là, c'est parce que le pigment, on est devant un pigment mélanique. Mais la couleur, il est différent, c'est à cause de la profondeur de la lésion. Donc là, ici, donc c'est une hypermélanose, donc excès de mélanine au niveau du derme. Et là également, c'est d'origine génétique. Donc là, on appelle ça la tache mongoloïde. Qu'on voit, c'est physiologique. En général, on ne préconise pas de traitement pour ça. Ça régresse un petit peu. Et là, c'est deux types de névus. Et là, ils peuvent apparaître à un âge avancé. D'accord? Ce n'est pas à la naissance. Donc là, on les appelle un petit peu, ça c'est le névus d'Ota. Et ça, c'est le névus d'Ito. Ce sont des noms qui ont des auteurs japonais qui ont décrit ces anomalies, les premiers, donc ils gardent ces noms. Donc, elles apparaissent, c'est comme du bleu au niveau des yeux. Une femme, ou la tête, vous dites, donc, c'est une anomalie pigmentaire. Et là aussi, ça régresse spontanément. Oui, ça disparaît en général spontanément, c'est physiologique. Et là, également, on traite avec le laser. Les névus dermiques, parce que c'est profond, les crèmes, ça ne sert à rien. Il faut utiliser, donc, en général, le laser pigmentaire. On fait des touches d'essai, ça régresse. On continue le traitement par les lasers. Donc, toujours dans les hypermélanoses génétiques, maintenant, c'est des lésions, mais dans un contexte de maladie génétique. Donc, ici, ce qu'on appelle l'hypermélanose, donc type neurologique, parce qu'à côté de ces macules pigmentées, on trouve des anomalies neurologiques, surtout au niveau donc, du système nerveux central. Ici, c'est des hypermélanoses en rapport avec, associées à des anomalies vasculaires. On voit ici des lésions vasculaires étendues, d'accord? Là, c'est une maladie génétique qu'on voit chez les nourrissons, les nouveau-nés. Ça donne des pigmentations comme ça, réticulées au niveau des membres inférieurs, ce qu'on appelle l'incontinentia pigmentée. Ici également, c'est des pigmentations un petit peu réticulées dans une autre maladie génétique. Donc, vous voyez qu'il y en a plusieurs maladies génétiques où on peut trouver des troubles de la pigmentation. Donc, troubles de la pigmentation, ça peut être génétique. Mais il y a d'autres étiologies. Lorsque vous avez une hypermélanose diffuse au niveau du corps, pas au niveau du visage, au niveau de tout le corps, ben, il faut penser à la maladie d'Addison, à la maladie à l'hémochromatose, surcharge en fer, à la maladie de Wilson, surcharge en cuivre au niveau du foie. Donc il y a plusieurs maladies métaboliques qui peuvent donner ces anomalies, donc ces pigmentations diffuses. Mais là, en général, il faut surtout chercher la maladie d'Addison et l'hémochromatose. Donc, systématiquement, lorsqu'on est devant des lésions étendues, on fait des bilans biologiques. On demande le dosage en général du cortisone. La maladie d'Addison, c'est l'insuffisance corticosonique. Il y a une baisse du cortisone. L'hémochromatose, c'est surcharge de fer. Donc, on demande le fer sanguin. On demande également un bilan thyroïdien et un bilan hépatique, parce que la cirrhose biliaire primitive également, il peut donner cette pigmentation. Donc là,
donc l'hyperthyroïdie. Mélasma et cloisma, on va parler par la suite du mélasma et du cloisma. Donc, à côté des anomalies métaboliques, des anomalies endocriniennes, il y a d'autres maladies, mais c'est en général les pelagres ou le syndrome pelag-Ruiz, c'est surtout chez les sujets, donc les vagabonds, les sujets alcooliques. Ils font des pigmentations au niveau des régions photoexposées à cause de déficit en vitamine PP. Donc, et puis vous avez les sujets âgés en général, mais ça c'est secondaire parce qu'il y a d'autres anomalies, il y a la dénutrition, il y a des troubles neurologiques associés. L'hypermélanose par agent physique ou traumatisme répété, ça c'est fréquent chez nous. Parfois il y a des gens, des femmes qui viennent à cause des lésions pigmentées au niveau du dos. Les pigmentations, ils ont été traitées comme pityriasis versicolore. En général, c'est pas de pityriasis, c'est dû au frottement. On a les habitudes d'aller se frotter au hammam. D'accord, ça c'est fréquent chez nous. Le frottement, pourquoi les dermatos ils disent aux malades de ne pas partir au bain mort? C'est à cause des frottements. Parce que chaque fois le frottement, ça stimule l'incontinence pigmentaire. Lorsqu'on frotte, il y a une hyperstimulation de la fabrication de la mélanine, et cette mélanine, il infiltre le derme. Donc on aura une pigmentation post-inflammatoire avec une incontinence pigmentaire qui est très difficile à traiter. Bien sûr, on utilise les produits éclaircissants, mais avec les produits éclaircissants, il faut toujours donner des conseils d'éviter le frottement. Ça, c'est très important pour les lésions de visage, pour le cloisma, pour le mélasma, pour la pigmentation au niveau du corps. Il faut toujours éviter les frottements. Les frottements et le grattage. Les gens, donc il y a également les hyper d'origine médicamenteuse. Et ça, c'est, par exemple, la première image qu'on a vue. Là, par exemple, cette lésion, là, c'est ce qu'on appelle, c'est une lésion secondaire à une prise médicamenteuse. Il y a certains médicaments qui donnent ce qu'on appelle l'érythème pigmenté fixe. Ça donne un érythème, et puis l'érythème régresse, et il y aura une pigmentation qui est fixe, et c'est une sorte de toxédermie médicamenteuse. Lorsque le malade, il prend le même médicament, sur les mêmes lésions, il y a l'apparition d'un érythème. Il y a la pigmentation, c'est décrit avec les cyclines, les fluoroquinolones, les anti-inflammatoires. Donc, et le délai entre la prise médicamenteuse et l'apparition des lésions, elle est en général de 24 heures. Donc, si vous avez un malade qui a pris un médicament 24 heures après, qui développe ses macules pigmentées, il faut penser à un érythème pigmenté fixe. Donc, il y a les pigmentations d'origine médicamenteuse. Il y a aussi les d'origine infectieuse. Donc, il y a le pityriasis versicolore. Le pityriasis versicolore, donc le bec, il donne des macules également pigmentées. Le VIH, d'accord? Donc, d'autres parasitoses qu'on ne voit pas au Maroc, tout ça, il donne des pigmentations. Donc, vous voyez qu'il y en a plusieurs causes. Et puis, vous avez la mastocytose, ou ce qu'on appelle l'urticaire pigmentaire. Donc, c'est comme l'urticaire, mais l'urticaire, c'est des papules prurigineuses qui sont fugaces, c'est-à-dire qu'ils disparaissent sans laisser de cicatrices. S'il y a des macules pigmentées, après l'apparition de ces papules, on est dans les mastocytoses, et les mastocytoses, ça peut être juste cutané, ça peut être une maladie systémique. Donc, on peut voir ça dans d'autres pathologies tumorales, donc ça, c'est pas important pour vous. Il y a l'hypermélanose post-inflammatoire. Donc, toute pathologie inflammatoire, le psoriasis, l'eczéma, là où il y a un érythème au niveau de la peau, il peut laisser une pigmentation. C'est pour cela qu'il faut éviter, par exemple, un malade qui a des lésions de psoriasis, des lésions, un érythème généralisé, secondaire à une exposition solaire, par exemple. D'accord? Il faut qu'il évite le frottement, qu'il évite le soleil. Sinon, il risque de garder une pigmentation qui est post-inflammatoire. Donc, toutes les dermatoses post-inflammatoires peuvent donner des macules pigmentées. Et puis, il y a d'autres dermatoses. Donc, dermatose où on ne connaît pas grand-chose. Il y a plusieurs noms qui ont été donnés. Dermatose cendrée de Ramirez, dermatose des Antillais. En général, c'est des jeunes filles, 16-17 ans,
qui ont une dyschromie. Ça veut dire quoi une dyschromie? Ils ont des macules achromiques et des macules pigmentées, surtout au niveau du dos et au niveau de l'abdomen, au niveau de cette zone. Donc on a dit que c'est en rapport avec le frottement, avec le bain mort. Ça se trouve chez les sujets qui ont une phototype 4-5. C'est décrit chez les Antillais. Ça a été appelé dermatose des Antillais. D'accord? En général, on utilise les crèmes éclaircissantes. Donc là, par exemple, c'est de l'acné. C'est une acné qui a laissé une pigmentation. Donc, une acné, si un sujet de race noire, il laisse des pigmentations comme ça qui sont très difficiles à traiter. C'est pour cela qu'il faut s'acharner à traiter l'acné avant les cicatrices. Donc, et là, c'est la même chose, une femme qui fait de l'eczéma à répétition et qui laisse une pigmentation post-inflammatoire résiduelle. Donc, c'est en rapport avec l'inflammation. Donc là, vous pensez à quoi? Donc c'est une femme qui a été traitée pour pityriasis versicolore par plusieurs médecins sans qu'il y ait une régression des lésions. Traitement local, traitement général, donc il a pris du fluconazole, du ketoconazole. Nous, lorsqu'on voit un malade pareil, c'est la même chose. On donne un traitement, c'est un pityriasis versicolore. Ça ne l'erguesse pas, il a pris donc 3 fois le traitement, oui. Il a pris kétoderme, il a pris fluconazole, ça ne marche pas. On a fait un scotch test, il est négatif. Donc ce n'est pas du pityriasis versicolore. Il y a certaines dermatoses qui peuvent ressembler à pityriasis versicolore, mais ce n'est pas du pityriasis versicolore. On a fait une biopsie, on appelle ça la papillomatose réticulée de Gougerot et Carton. C'est très difficile, mais il faut penser que lorsque vous avez un pityriasis versicolore qui ne régresse pas, ça peut être autre chose. Il y en a des dermatoses qui peuvent ressembler à un pityriasis versicolore. Et ça se traite ça avec les cyclines. Hein. Il est bien avec les cyclines, il n'y a plus de lésions. Il y a les maladies de système qui peut avoir une pigmentation, mais là également, vous avez toutes les maladies de système peuvent se compliquer des pigmentations au niveau de la peau. L'hémochromatose, on va passer sur les choses un petit peu spécifiques. Et on va parler de mélasma et du cloisma. Donc déjà sur le nom mélasma-cloisma, dans la littérature anglo-saxonne, il n'y a pas de cloisma, il n'y a que de mélasma. C'est la même chose, on parle de la même chose. On parle de klif l'arabia, mais masque de la grossesse. Donc, terminologie française, il différencie entre mélasma, c'est le masque chez la femme en dehors de la grossesse. Lorsqu'il est en dehors de la grossesse, on parle de mélasma. Lorsqu'il est au cours de la grossesse, c'est cloisma. Mais c'est la même chose. Hein. Dans la littérature maintenant, on parle que de mélasma. Donc mélasma, c'est la même chose. Dans le mélasma et cloisma, on implique les hormones ostroprogestatives, parce que ça se voit chez les femmes enceintes en général. Mais actuellement, on va voir ça dans les nouveautés sur le plan physiopathologique. Il y en a d'autres éléments qui interviennent. Il y a les hormones, mais actuellement, on dit que même les hormones, ils n'ont pas un rôle très important. Il y a une hypermélaninose épidermique par stimulation hormonale et solaire, donc il y a l'intervention des hormones et des UV et du soleil. Mais il peut y avoir également une hypermélaninose dermique. Donc sur le plan clinique, c'est une hyperpigmentation inhomogène, brun clair ou foncé, à surface plus ou moins squameuse, le visage surtout, donc le front, les joues, vous connaissez ça, donc c'est fréquent. Associé chez la femme enceinte, il y a une hyperpigmentation aréolaire génitale, la ligne blanche, donc les zones où il y a une hyperpigmentation. Voici donc cloisma, au niveau en général, au niveau du front, au niveau des joues, pigmentation inhomogène. Donc, des macules au niveau du face, bilatéral en général, symétrique, bord irrégulier. Donc, théoriquement, ces 3 facteurs causaux, les génétiques, parce qu'ils se voient chez les phototypes, donc un petit peu de phototype 3, 4, 5, les UV, les hormones. Mais il y a d'autres facteurs qui interviennent. Il faut faire attention, ça, c'est pas du cloisma.
Cloisement, en général, c'est bilatéral, symétrique. C'est des taches au niveau du visage. Là, ça peut être quelque chose de malin. Ça peut être un mélanome ici. Hein. Donc là, lorsque vous voyez une seule lésion localisée qui est une tache, là, il faut un examen dermatoscopique parce qu'il faut éliminer le mélanome. Hein. Le lentigo, qui est simple, qu'on peut traiter par une crème dépigmentante ou par le laser, mais il y a le mélanome in situ qu'il faut traiter avant qu'il y ait le mélanome. C'est la tumeur la plus méchante de tous les tumeurs. Hein. Mélanome, c'est lorsque on le laisse traîner rapidement les métastases et un taux de survie qui est très faible. Au Maroc, à côté de tout ça, à côté du soleil, des hormones, il y a d'autres choses qu'on utilise. Parce que les femmes, ils utilisent tout ça, et ça donne une irritation, et ça s'aggrave. Les malades, ils arrivent à ce stade-là avec des pigmentations. Donc, il a utilisé beaucoup de produits, il a utilisé beaucoup de... D'accord? Voilà. Exemple d'une... il a مثلات باش نوريكم العكر الفاسي. Donc il a عطاتنا الديابوزيتيف. Donc on arrive pour le traitement du cloisma. Donc pour le traitement, on a dit qu'il y a des produits qui inhibent la tyrosinase. Et la tyrosinase, donc c'est la première étape de la transformation en tyrosine en dopaquinone. Donc il agit sur les deux premières réactions chimiques. Donc ça permet d'inhiber la synthèse de la mélanine. Donc vous avez surtout l'hydroquinone et vous avez donc d'autres produits, la rutine, la leucine, l'acide azelaique, l'acide kojique. Donc plusieurs produits qu'on utilise dans le traitement du mélasma. Il y a des produits qui inhibent, on a dit ça, qui inhibent le transfert des mélanosomes vers les kératinocytes. Donc niacinamide, les dérivés de soja, les rétinoïdes. Il y a donc les rétinoïdes dérivés de la vitamine A, il y a les produits qui vont induire une multiplication cellulaire, donc un renouvellement cellulaire important, et ce renouvellement cellulaire important, il va diminuer un petit peu donc la mélanine, parce qu'il va agir sur les kératinocytes. C'est les rétinoïdes et les AHA, l'acide glycolique, l'acide salicylique, et puis on utilise en association des produits qui ont une action antiradicalaire, donc la vitamine C, l'acide ascorbique, l'acide alpha-lipoïque, peroxyde, donc des produits. On va voir un petit peu Donc le principe de traitement. Éviction de l'agent pathogène ou aggravant. Les produits avec psoralen, les parfums, les substances irritantes, les médicaments photosensibilisants, les ostroprogestatifs et l'exposition solaire. Donc si vous avez, par exemple, les médicaments photosensibilisants, certains médicaments qu'on arrête chez un malade qui a le plasma qu'on veut traiter, surtout pendant l'été, il ne doit pas utiliser le chloroquinolone, les cyclines, ce sont des médicaments photosensibilisants. Certains produits en cardiologie, etc. Donc il faut voir. Donc, et puis tous les produits parfumés, le frottement, tout ça, il faut éviter. La photoprotection est très importante. Et traitement de l'affection causale pour les autres pathologies. Hein. Donc si vous avez une hémochromatose, il faut la traiter. Donc là, pour les autres étiologies. Donc pour les agents dépigmentants. Donc l'hydroquinone. L'hydroquinone, en général, c'est l'ancien produit utilisé. Mais l'hydroquinone, il a eu donc des problèmes avec l'utilisation de l'hydroquinone. Donc dans la littérature, c'est les Japonais qui ont commencé à parler de la toxicité de l'hydroquinone. Les Américains, ils ne le croient pas. Ils utilisent toujours l'hydroquinone à 5% dans leurs produits. Donc, mais en Europe, ils ont arrêté en général l'utilisation de l'hydroquinone. On continue à l'utilisation de l'hydroquinone dans les produits cosmétiques à une concentration de 2%. Mais on peut utiliser ça dans les préparations, la préparation à 5%. Donc la préparation qu'on peut utiliser jusqu'à 5%, mais il faut faire attention, il faut choisir le phototype de la patiente, les conditions climatiques. Ici à Marrakech, c'est très difficile. On n'utilise pas l'hydroquinone 5% parce que le temps il change. Hein. Aujourd'hui, il fait 27 degrés, donc on peut, si la patiente utilise une crème, il y aura une dyschromie. Hein. Il y aura une aggravation de la pigmentation. Donc les concentrations sont de l'ordre de 2 à 5%. Lorsque ça dépasse 2%, on n'est plus dans la cosmétique, on est dans les médicaments. Donc les produits cosmétiques, ils utilisent 2%.
Donc le produit doit être utilisé matin, soir pendant au moins 3 mois, sauf lorsque c'est dans les régions, donc en hiver. En printemps, on utilise juste le soir, en été, on arrête. Donc l'hydroquinone, ce qu'on appelle la préparation du Klingman, c'est associé à la vitamine A et à la dexaméthasone. Donc corticoïdes, vitamine A, hydroquinone, ça donne des résultats, mais ça peut donner des casses. C'est à cause du, bien sûr, si la patiente, dès la préparation du Klingman, ou le radlier تمشي تحمحم على ça, après demain, radlier تغوت عليكم في la pharmacie. Donc c'est très difficile d'utiliser donc, la préparation dans le contexte de les régions ensoleillées, les habitudes des patientes. Il ne faut même pas frotter avec les mains. Lorsqu'on traite, il ne faut même pas frotter avec les mains. Et puis dans l'hydroquinone, il faut également faire attention à l'excipient. Donc l'hydroquinone, c'est l'agent dépigmentant le plus efficace. Il agit à 3 niveaux. Il empêche la conversion de la tyrosine en mélanine par une inhibition de la tyrosinase. Donc il stoppe les 2 premières réactions chimiques. Il inhibe la formation de mélanosomes et augmente leur dégradation. Il inhibe la synthèse de l'ADN et de l'ARN des mélanocytes. Donc il agit sur 3 niveaux. Il y a un dérivé qu'on utilise, mais il est utilisé aux États-Unis. Donc c'est un dérivé, le monobenzyléther d'hydroquinone, c'est pour dépigmenter les gens qui ont parfois un vitiligo. Ils ont un vitiligo généralisé. Il reste quelques zones. Donc pour dépigmenter ces zones, on utilise ce produit. D'accord? Donc le vitiligo est pendu. Et puis vous avez l'acide azélaïque, l'acide rétinoïque. Donc l'acide azélique, on peut l'utiliser à plusieurs concentrations. C'est un inhibiteur également compétitif de la tyrosinase et il a un effet kératolytique. La même chose pour l'acide rétinoïque, la vitamine A. Donc on peut l'utiliser dans le traitement des lentilles gossyniles qu'on voit au niveau de la main chez les sujets âgés, avec une crème dépigmentante, c'est en rapport avec le soleil. On peut utiliser ça également pour les pigmentations post-inflammatoires. La vitamine C, antioxydant, il réduit mélanine oxydée. Les achats, vous avez donc les acides, acide de fruits, l'acide kojique, l'acide citrique qui se trouve dans le citron, l'acide glycolique. Leur importance, c'est qu'ils ont un effet kératolytique. Et en général, dans les produits, on associe avec l'hydroquinone. Donc il permet une meilleure pénétration de l'hydroquinone. Donc ça potentialise l'action de l'hydroquinone. En général, les produits pharmaceutiques qu'on utilise actuellement, c'est à base de ça. Le produit de Cosmophar, c'est également à base d'HA et hydroquinone. Les dermocorticoïdes. Les dermocorticoïdes, il faut l'utiliser surtout pour les pigmentations post-inflammatoires. Vous avez un malade qui a développé une dermatose, par exemple un psoriasis, il commence à développer des pigmentations. À ce moment-là, on peut associer un dermocorticoïde, d'accord, le matin, une crème dépigmentante le soir. Ça permet de diminuer la pigmentation et stopper l'incontinence pigmentaire. Les dermocorticoïdes, ils ont une action sur l'inflammation, ils ont une action anti-inflammatoire, et ça permet de diminuer l'incontinence pigmentaire. Sinon, il ne faut pas les utiliser pour les lésions de visage sur une longue période. Les gens qui commencent à utiliser le Topsin ou la Betneval sur le visage, pendant plusieurs temps, ça donne des complications de la corticothérapie, l'aggravation de la pigmentation, l'apparition des vaisseaux, des télangiectasies au niveau du vaisseau, l'atrophie cutanée. Donc là, les dermocorticoïdes, il faut être vigilant. Ils ont une action antidépigmentante, mais en phase aiguë d'une inflammation, juste post-inflammatoire, ça permet de stopper. Donc ça permet de diminuer l'inflammation et de diminuer la pigmentation post-inflammatoire. Les lasers. Donc les lasers, il y a 2 types de lasers. Donc le laser à colon rond pulsé, c'est les lasers vasculaires. On va voir ça par la suite. Et vous avez les lasers pigmentaires. Les lasers pigmentaires, c'est surtout leur indication pour les névus. Qu'on a vu le névus de Becker au niveau du dos, le névus spirus, les taches cafiolées, le névus d'Ito et d'Ota. D'accord? Donc ça, c'est le laser pigmentaire, la place des lasers pigmentaires. Bon, la cryothérapie ou l'azote liquide, c'est un petit peu difficile.
Les peelings, c'est la même chose. Les peelings, c'est des peelings à base d'acide de fruits, mais à des concentrations plus importantes. Donc, on prépare la peau par des crèmes, et puis on passe au peeling. Donc, c'est le même acide de fruits, l'acide glycolique. D'accord? On peut utiliser, mais il faut faire attention. Parce que les peelings, ce qui dit peeling, dit irritation. Ce qui dit irritation, il y a le risque d'inflammation, il y a le risque d'aggravation. Là également, il faut choisir les sujets. Il ne faut pas utiliser les peelings pour des pigments, pour des cloisements chez tout venant. Ça peut donner des effets secondaires. La même chose, l'acide trichloroacetique. Donc, avec tous les acides, on peut utiliser ces peelings. Donc, quelques indications pour le mélasma. On va parler un petit peu de mélasma. L'arrêt, l'ostropogestatif, protection solaire, des pigmentants, ou dans des crèmes ou dans les préparations. Pour les autres, c'est surtout les lasers. Les vis d'ota. Donc, grosso modo, pour les hyperchromies acquises, diffuses, pensées, mélanodermie, les maladies en général, d'addition, hémochromatose, infection VIH, etc. Localisé, vous avez post-inflammatoire, toute dermatose prolongée peut donner une pigmentation. Traitement de la cause, et on associe les corticoïdes locaux, ici, l'intérêt dans l'inflammation, avec des produits qui contiennent de l'hydroquinone. Pour le cloisma et mélasma, donc c'est des mesures spécifiques qu'on va voir rapidement. Donc là, maintenant, on va parler des actualités. 2018-2017. Hein, donc 2017, c'est une publication dans l'American Family Physician pour le traitement des troubles pigmentaires. À peu près, c'est la même chose. On a les hyperpigmentations post-inflammatoires. Donc, c'est secondaire en général, traumatisme, les inflammations, donc toutes les dermatoses inflammatoires. Donc, ce qu'ils préconisent aux États-Unis comme traitement, c'est il faut combiner les produits. Donc, ils utilisent l'hydroquinone, les rétinoïdes, l'acide azelaique, et parfois, si ça ne marche pas, les peelings et les lasers. Deuxième lieu. Pour le mélasma, on a dit mélasma, cloisma, c'est la même chose. Hein. Donc, la contraception, la grossesse, comme étiologie, et la même chose. C'est le même traitement, triple combinaison thérapie, et surtout, donc, vous avez les lasers, la lumière et la photoprotection. Les lentigines solaires, la même chose, hein, on parle à peu près de la même chose, les rétinoïdes, l'hydroquinone, d'accord. Pour les syphilites et les régresses en général spontanément, il dit que le traitement n'est pas obligatoire. On peut utiliser les crèmes dépigmentantes lorsque le malade est demandeur. Pour les taches cafiolées, c'est surtout le laser. C'est une seule lésion localisée, la chirurgie. Donc ça, c'est les Américains. Les Français, qu'est-ce qu'ils disent? Donc là, c'est des diapositives prêtées de la Société française de dermatologie. Donc, le président du groupe qui traite le mélasma, Thierry Passant. Donc, il faut expliquer aux malades que le mélasma est une dermatose durable. Durable. Le fait d'arrêter le traitement lorsqu'on a des bons résultats, il y a la rechute. Il y a une rechute. Donc il faut donner un traitement long cours. Il y a le traitement d'attaque et le traitement d'entretien. Le traitement d'attaque, c'est surtout les 3 jusqu'à 4 mois. Et puis, lorsqu'on a des résultats, on garde un traitement d'entretien. Et durant cette période, il faut insister sur une photoprotection très importante. Donc, quoi de neuf? Quoi de neuf? On disait que le cloisma était donc en rapport avec les ultraviolets. Donc là, dans cette publication, qui est ancienne, c'est la première qui a parlé de ça, et après on commence à faire des travaux, on a dit que ce n'est pas uniquement les ultraviolets qui sont impliqués dans l'apparition ou dans le maintien des cloismas, mais également la lumière visible. Et ça, c'est très important, parce que la lumière visible, lorsqu'il n'y a pas de soleil, il y a la lumière visible. Donc les gens, il faut qu'ils mettent l'écran, même en dehors des périodes ensoleillées. Ça, c'est très important. Donc la lumière visible. Et on a essayé de voir quel type de longueur d'onde qui donne plus. Donc c'est la lumière bleue qui donne plus de pigmentation. Donc là, elle a un impact pratique. Et la même chose dans cette publication, publiée dans le JAD 2015, il parle du rôle de la lumière bleue dans les récidives.
Donc on a vu que lorsque les malades ils ont arrêté d'utiliser les écrans qui luttent contre la lumière visible, ils développent des récidives après guérison. Donc là, il y a l'implication de la lumière bleue. Donc sur le plan pratique, c'est très important. Parce que lorsqu'un patient vient pour acheter l'écran, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le SPF. Et le SPF, il donne notion sur la protection contre les UVB. Les UVB ne sont pas impliqués dans le cloisement. Surtout les UVA qui sont impliqués dans le cloisement et la lumière visible. Donc l'écran, pour qu'il protège contre le cloisement, il faut qu'il ait un spectre large et surtout un spectre anti-UV important, ce n'est pas toujours mentionné. Et surtout, l'arrêt de la lumière bleue, ce n'est pas toujours la lumière visible, c'est pas toujours. Il y a certains écrans qui n'ont pas cette action contre la lumière bleue. Donc là, c'est important sur le plan pratique. Et bien sûr, l'écran, ça ne veut pas dire une photoprotection. La photoprotection, c'est également la protection vestimentaire. Surtout pendant l'été, il ne faut pas oublier les chapeaux, les casquettes, etc. Tout ça, c'est très important pour éviter l'aggravation des cloisements. Il faut voir, parce qu'il y a des écrans minéraux, mais il faut voir toujours est-ce qu'ils arrêtent la lumière bleue. Ce n'est pas parce qu'elle est minérale qu'elle arrête la lumière visible. Ça dépend des constituants. Ça dépend des marques et des constituants. D'accord? Normalement, ils sont mentionnés. Et puis, la nouveauté également sur le plan physiopathologique dans les cloisements, c'est que si on prend une peau qui est normale et une peau où il y a le cloisement, à côté de la pigmentation, on trouve qu'il y a des anomalies vasculaires. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit, nous, les malades, avec le dermatoscope, il y a les macules pigmentées et il y a des petites macules vasculaires rouges. Donc ça, c'est des vaisseaux. Et on ne savait pas quel est le lien entre la pigmentation et ces anomalies vasculaires. Là également, dans la peau périlésionnelle, on trouve également une augmentation de l'élastose. Donc on voit qu'il y a d'autres choses sur le plan physiopathologique en matière de cloisement. Et là, donc, on a pris des lésions vasculaires simples. On a pris 100 lésions vasculaires bénignes. On a vu ça au dermatoscope. Et on a trouvé qu'il y a une augmentation sur le microscope confocal, qu'il y a une augmentation de la pigmentation. Et cette pigmentation a été confirmée par l'histologie. Et ce n'est pas dû au dépôt de fer, parce que dans les lésions sanguines, on peut avoir de l'hémosidérine. Donc le dépôt de fer, ce n'est pas le dépôt de fer, c'est le dépôt de la mélanine. Et on a compris qu'il y a un lien. Ici, c'est des lésions vasculaires qui interviennent également dans la stimulation et la synthèse de la mélanine. Donc là, on ne savait pas ça. Donc on trouve qu'il y a les cellules endothéliales, elles stimulent la synthèse de la pigmentation de la mélanine. Et actuellement, il y a des recherches dans ce sens pour trouver également des produits qui agissent sur les cellules endothéliales. Donc mélasma, c'est UVB, UVA, lumière bleue, oui, la pigmentation, mais également, il y a la vascularisation, il y a l'élastose, avec la sécrétion des facteurs fibroblastiques, il y a des altérations de la membrane basale, donc il y a plusieurs produits, c'est pour cela qu'on arrive maintenant, on n'arrive pas à faire un traitement correct des cloisements. Bon, il y a une amélioration, mais un blanchiment complet, c'est très difficile parce qu'il y a probablement d'autres facteurs qui interviennent en dehors de la pigmentation. Et la grande nouveauté sur le plan thérapeutique, c'est ça. Et lorsque vous voyez des ordonnances dire les dermatos, qu'est-ce bien Hexacil, c'est pas parce que les dermatos ils sont devenus. C'est parce qu'on a démontré que l'acide tranexamique agit sur le mélasma. Donc l'hexacil, donc là c'est une étude qui a été publiée dans JAD 2018. Donc c'est une étude randomisée monocentrique en double insu, il y avait 44 patients. Donc des patients qui ont reçu juste de l'acide tranexamique 250 mg x 2 par jour associé à l'écran pendant 3 mois. Et un autre groupe, il a reçu, au lieu de l'acide tranexamique, il a reçu du placebo.
plus l'écran solaire. Il n'y avait même pas de crème dépigmentante. D'accord? Et puis 3 mois, après 3 mois donc, de traitement, de suivi supplémentaire avec l'écran seul pour les 2 groupes. Donc 3 mois Hexacil, 3 mois placebo pour un groupe, associé à la photoprotection, arrêt 3 mois pour les 2, et on continue la photoprotection. Et lorsqu'on compare, donc il y a une diminution très importante, significative, diminution de MASI. MASI, c'est le score. C'est un score, donc. C'est un score, ça c'est le MASI. Score, ça permet, donc c'est des calculs, ça permet de voir l'intensité de la pigmentation. Vous avez l'échelle de couleur, et vous comparez la couleur que vous avez avec celle du patient, et la surface, et on calcule l'indice. Après, on va voir est-ce que cet indice il va diminuer. D'accord? Donc, on a vu qu'il y a une diminution du MASI de 49% chez les malades qui sont donc le groupe de l'acide tranexamique contre 18 placebo. Il n'y avait pas d'effet secondaire grave. Donc, arrêt juste pour myalgie pour un seul patient. Donc, contre-indication de l'exercice, c'est surtout les malades qui ont des antécédents d'embolie ou de thrombose. Thrombophlébite sous l'index, il ne faut pas donner. Donc actuellement, on commence à donner ce produit en association avec les crèmes dépigmentantes pour avoir plus de résultats. L'association avec péline, donc pendant 3 mois. Donc si vous voyez des ordonnances, c'est parce qu'il y a il y a des publications qui ont été faites. Voici une patiente traitée. Donc cette patiente qu'on trouve dans cet article de Jade. Vous voyez, c'est seulement avec l'acide tranexamique dans le traitement du mélanoma. Donc là on a vu tout à l'heure les Américains, qu'est-ce qu'ils préconisent. Voici donc les Français, qu'est-ce qu'ils préconisent. Donc devant mélasma, oui. Il agit apparemment sur les vaisseaux. Ce qu'on a vu tout à l'heure, la théorie vasculaire, il agit sur les fibres endothéliales, donc la stimulation c'est probablement des cellules vasculaires qui stimulent des produits. Non, au départ, on a cru qu'il agit sur l'hémosiderine, sur le dépôt, le fer, lorsqu'on a une lésion sanguine. Mais ce n'est pas ça. Mais jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à bien cibler, à bien trouver donc le mécanisme exact. Et ce sont les Indiens qui ont commencé ça, sans études, et puis après, pour que je ne sais pas comment ils ont eu l'idée de faire le traitement, mais les bons résultats, c'est avec les Indiens. Et nous, parce qu'on a une peau comparable aux Indiens, la même chose, ils ont un grand problème avec le cloisement. Tout ce qui est une nouveauté, ça arrive, donc la littérature indienne, c'est les gens qui ont... Et puis, donc les Français, par la suite, ils veulent, parce que pour avoir l'AMM d'un produit, il faut prouver son efficacité. C'est pour cela qu'on commence à faire des études double aveugle. C'est pour que les médecins puissent prescrire. Parce qu'un médecin, par exemple, si vous prescrivez d'Hexacil chez un malade, il fait un problème vasculaire, une embolie, vous êtes cuit sur le plan justice. Mais si vous avez des études comme ça, vous dites que vous avez des bases scientifiques. Au AMM, mais s'il y a des bases scientifiques, on est protégé devant la justice en cas de problème pour un patient. Donc voilà, les Français, qu'est-ce qu'ils préconisent pour les mélasmas? La photoprotection, c'est très important, on a dit, c'est UVB, UVA, et la lumière visible. Discuter l'arrêt de traitement hormonal. En fonction des cas, nous, on préconise l'arrêt du traitement hormonal parce que les oestroprogestatifs, ça aggrave l'accloisement ou le mélasma. Éviter friction. Même avec la main, il faut éviter friction. Au niveau du visage, il ne faut pas frotter. Il faut juste utiliser un lait démaquillant. Ou la l'eau micellaire, d'accord, mais pas de frottement. Eux, ils utilisent la préparation parce qu'ils ont le phototype clair. Là, donc, en général, c'est pour les Français, mais pour les Maghrébins, ils évitent. J'étais en France, on donne la préparation pour les phototypes 1 et 2. À partir de 3, on commence à hésiter. Phototype 4, 5, pas question. 4, 5, 6, non. Ni le laser vasculaire, ni la préparation de Klingman. En cas d'échec... Et donc, pour
les crèmes dépigmentantes à base d'hydroquinone, mais à 2%. 5%. On utilise les crèmes dépigmentantes. Maintenant, on commence à utiliser les crèmes dépigmentantes associées à l'acide tranexamique. On espère avoir des résultats. On vient de commencer. Donc, on a des dizaines de malades. On va voir l'évolution, qu'est-ce que ça va donner. En cas d'échec, on utilise les peelings. Nous, on utilise les peelings. En général, on arrive à gérer. Mais parfois, il y a des... On a eu une patiente qui a eu une aggravation de la pigmentation. Elle n'est pas contente du tout. Hein. Le peeling, il paye, hein, il casque pour acheter même l'hôpital. Donc, ils achètent le produit. Le produit, c'est 1500 dirhams. Donc, il y a une aggravation. On a utilisé ça chez à peu près des dizaines de patients. Il y a une qui s'est aggravée. Il y a une aggravation par rapport aux lésions initiales. Les autres, il y a une amélioration, presque 90%. Donc ça peut arriver pour certains malades. Je ne sais pas, est-ce qu'il est parti, bon, pour elle, il n'est pas bon. Parce qu'il y a des précautions à prendre. On utilise ça en général décembre, janvier, février, lorsqu'il fait froid à Marrakech. Il faut éviter d'aller au hammam, etc. Mais bon, on a dit que l'inflammation peut augmenter, peut stimuler la pigmentation. Le laser. Donc là, c'est le laser pigmentaire. 1550 nanomètres. Là, c'est très difficile. En général, on peut faire des touches d'essai. C'est-à-dire un petit coup, donc je vois la zone. S'il commence à s'éclaircir, on peut préconiser ça, sinon, on arrête. D'accord? Le LCP, c'est le laser colorant pulsé. Ça agit surtout sur la composante vasculaire. On a dit que dans les cloisements, vous avez des macules, vous avez également des lésions vasculaires. Donc ça peut aller, mais également, il faut éviter ça sur les phototypes qui risquent. Là, c'est risque d'hyperpigmentation post-inflammatoire chez phototype 4 et plus. Donc, on a un phototype 1, 2, 3, on fait le laser. L'acide tranexamique, donc, on l'utilise hors AMM, bien sûr, et il faut éviter chez les malades qui ont un risque thromboembolique. Et là, c'est les produits qui sont en cours de développement, c'est surtout des produits qui vont agir sur les lésions endothéliales, vasculaires, donc il y a des produits. Et là, si succès de traitement, on utilise les cosmétiques dépigmentants et la photoprotection en traitement d'entretien pour garder donc les résultats. Voilà, je crois que c'est la dernière diapositive. Donc si vous avez des questions,